Nous sommes en juin 1944. Les Alliés se réveillent après 4 jours sous la tempête du siècle. Mulberry A n'est plus qu'un tas de ferraille à cause de la stratégie des Américains à vouloir privilégier la mise en œuvre opérationnelle du port au détriment de la solidité structurelle. Mulberry B a tenu, mais il lui faudra quelques jours pour retrouver sa capacité d'avant-tempête. Même si les blocs chics ont limité la houle, la tempête fut si puissante que les plages sont parcourues d'épaves et débris qu'il faut nettoyer et de nouveau sécuriser. Les chaînes logistiques qui tournaient à plein régime pour alimenter les fronts anglais et américains repartent de zéro. Les fronts sont à l'arrêt depuis le début de la tempête. La tension est forte car dans les deux camps, chacun attend la prochaine attaque et le prochain mouvement. Cette accalmie n'est que le prélude à la nouvelle tempête de feu qui arrive. Peu avant la tempête, la situation était très bonne pour les Américains. Les troupes d'Omaha, après un débarquement difficile, ont progressé, s'enfonçant rapidement dans le bocage profond normand. Ils sont à moins de 10 km de Saint-Lô quand la tempête les surprend. Vers la 101e, après la prise de 40 ans et la contre-attaque allemande, le secteur ne progresse plus, car les efforts sont menés par le général Collins plus au nord avec le 7e corps. Les bonnes nouvelles qui arrivent juste avant la tempête sont la folle chevauchée de la 9e division américaine qui coupe le Cotentin en deux le 18 juin et la prise de Montebourg le 19 juin. Quand la tempête commence, les Américains font face à Valognes, dernier verrou avant Cherbourg. Pour les troupes de la 9e division, la tempête est une aubaine, car face à eux au nord, les Allemands de la 243e division d'infanterie et les Reyes de la 91e de parachutistes se sont enfuis vers le sud en passant discrètement au travers le cordon mis en place lors de la coupure. Cet épisode est raconté dans ma vidéo Normandie 1944, Montebourg et le Cotentin coupé en deux. Les troupes américaines progressent donc dans un bocage libre de tout Allemand. Néanmoins, avec la tempête, le constat logistique est terrible pour les Américains qui doivent, après la destruction de Mulberry A, refaire leur ligne de logistique à partir de zéro. À titre d'exemple, les canons d'artillerie qui tiraient chacun plus de 100 obus par jour par canon n'ont plus en stock que 4 tirs par jour par canon. Le général Bradley annonce donc la priorité maximale sur la prise de Cherbourg. Ainsi, dès le 22 juin, il lance 3 divisions entières sur la ville. Au centre, la 79e division d'infanterie qui a débarqué du 12 au 14 juin à Utah Beach, ce sont des troupes fraîches et fortement motorisées. À l'est, la 4e division d'infanterie motorisée qui combat depuis le 6 juin et la plage de Utah Beach. Sa progression se fait le long de la Nationale 13 et le front de plage est du Cotentin. À l'ouest, remontant le long de la côte, la 9e division d'infanterie qui vient de couper le Cotentin et qui tient le terrain. C'est près de 60 000 hommes qui se lancent dans la bataille, appuyés par des bataillons de Sherman. Pour tenir la ligne de front, la pauvre 90e division d'infanterie se met en défense en remplacement de la 9e division au milieu du Cotentin. Les cartes alliées se mettent en place, mais Cherbourg est fortement fortifié et pourrait devenir un Stalingrad pour les Alliés. Dans le Cotentin, la situation pour les Allemands est critique. Il faut dire qu'ils ont joué de malchance depuis le jour du débarquement jusqu'à la tempête. Le 6 juin, la 91e division de parachutistes qui défend le centre du Cotentin perd son général. Puis, c'est la perte de 40 ans à cause des retards des renforts allemands, mais aussi de la bonne stratégie américaine. Et autre catastrophe, le meilleur général allemand du front, le général Marx, tombe le 12 juin après une attaque de l'aviation alliée qui maîtrise le ciel normand. Tout cela gêne la coordination de la réponse allemande face aux Américains. Et il est aussi vrai que le haut état-major allemand concentre toutes ses meilleures unités autour de Caen, car pour eux, les Britanniques sont plus dangereux que les Américains. Quand le 17 juin, le général von Scholstis prend le commandement du 84e corps à Saint-Lô, sa situation est critique. Comble de tout, il doit composer avec les ordres de Hitler qui demandent le sacrifice des soldats jusqu'au dernier à Cherbourg. C'est lui qui va autoriser malgré tout la 243e à fuir vers le sud pour refaire un vrai front qui, il faut l'avouer, tiendra face aux Américains jusqu'à l'opération Cobra fin juillet. Mais il n'y aura pas de miracle dans le Cotentin.
Cependant, Cherbourg est une forteresse liée à son port en eau profonde que les Allemands ont fortifié dès 1940. La campagne et le front de mer sont quadrillés de forts en tout genre, défendant les accès à Cherbourg depuis la mer et la terre. C'est en tout 6 forts majeurs qui défendent Cherbourg. Le principal fort est celui dit du fort du Roule, qui domine Cherbourg et ses alentours. Ces troupes comprennent le reste de la 709e division d'infanterie, avec les 729e et 739e régiments de grenadiers, et son régiment d'artillerie est le 1079e. La 709e et la défense de Cherbourg est confiée au général Karl Wilhelm von Schlieben. Les autres forts de terre sont à l'est, la batterie Brony, aussi appelée le fort des Caplins, STP 245, et le fort des Flamands du côté de Tours-la-Ville. Plus à l'est, l'immense batterie Hambourg, STP 234, avec ses canons de 240 mm. Et du côté ouest, le fort Haumet à l'arsenal de Cherbourg, et à Kerqueville, les forts York et Kerqueville. Ces forts sont remplis d'éléments de Festung-Regimenter et de la Kriegsmarine. Les troupes Festung-Regimenter sont des régiments de forteresse. Ce sont des troupes dédiées au maintien de l'ordre des forts. Ils sont des troupes composées de personnel vieux, blessés ou de volontaires étrangers. Et nous avons les troupes de la marine allemande qui occupent les forts du front de mer, utilisant les batteries côtières de marine. Ce ne sont pas des troupes formées pour le combat. En tout, nous avons une troupe d'environ 30 à 40 000 hommes, mais dont les effectifs de combattants se montent réellement à un peu plus de 10 000 soldats. Dos à la mer, les troupes ont reçu l'ordre d'Hitler de combattre les Alliés jusqu'au bout, jusqu'à leur dernière cartouche et la dernière goutte de sang. L'avance dans le Cotentin. Nous sommes en pleine tempête depuis 12 heures, mais les Américains de la 4e division d'infanterie, en ce matin du 20 juin, lancent des reconnaissances vers la ville de Valognes. Valognes est la dernière grande bourgade avant Cherbourg. Les premiers rapports trouvent une ville dévastée par les bombardements successifs alliés du 6 au 12 juin, et surtout celui du 8 juin qui détruit 60% de Valognes. Et les victimes civiles sont aux alentours de 400. Mais voilà, les Allemands ont abandonné la ville depuis le 18 juin pour se concentrer sur la défense de Cherbourg. Le mouvement est le même dans l'est et l'ouest du Cotentin, laissant une campagne vide de toute troupe allemande. Ce retrait passe inaperçu aux yeux des Américains, car la tempête en cours en Angleterre empêche les avions de voler. Ainsi, les Américains progressent sous la pluie avec prudence. Cependant, les troupes qui se déploient dans la tempête profitent elles aussi du mauvais temps. Des colonnes de camions montent vers Cherbourg, suivies de peu par les chars et autres soutiens d'artillerie. La 9e division, qui a coupé le Cotentin, reçoit l'ordre du général Collins de se redéployer vers Cherbourg. Elle laisse la place à la 90e division d'infanterie qui aura pour mission de tenir la ligne en attendant la prise de la ville. La 9e division se déploie plein nord en visant Kerqueville avec à sa droite la 79e division d'infanterie qui se déploie au centre, accompagnée de la 4e division d'infanterie qui devra attaquer les forts est de Cherbourg. Les Américains trouvent une campagne vide de tout Allemand et la progression sous la pluie est très rapide. Dès que le mauvais temps se calme, la progression ralentit, l'étau se resserre sur Cherbourg et ses environs. La première ceinture de défense, composée d'une multitude de points fortifiés cachés dans la campagne, entre en jeu. Dès que les ordres de Bradley arrivent, donnant la priorité absolue à Cherbourg, c'est un maelstrom de feu qui s'abat sur les défenseurs. L'aviation commence son nettoyage par un bombardement massif des forts de Cherbourg. Cependant, les défenses enterrées ne subissent aucun dégât. Mais la ville doit être épargnée pour ne pas détruire les installations portuaires qui devront être remises en fonction le plus rapidement possible. La pénurie d'obus va obliger les Américains à un assaut des forts à l'ancienne. Et la première reconnaissance montre qu'il n'y a pas de zone sans défense. Les Allemands peuvent tenir des semaines. Du 23 au 26 juin 1944, l'assaut final. À l'aube du 23 juin, l'artillerie américaine ouvre le feu sur l'ensemble du front. Durant 2 jours, les Américains vont essayer de réduire la ceinture de défense autour de Cherbourg et des forts de défense. Autour de Cherbourg, les 3 divisions du 7e corps sont en ligne. La tempête qui a ravagé la Manche les jours précédents a laissé la terre lourde et gorgée d'eau. Les routes sont creusées d'ornières profondes, mais le temps des attentes est terminé. Le général J. Lawton Collins a donné l'ordre. L'assaut général commence. Les Allemands sont repliés derrière une ligne de défense intermédiaire tout autour de la ville et savent qu'ils sont désormais isolés. Ils n'ont qu'une mission, tenir et retarder. Sur le flanc est, la 4e division d'infanterie avance en direction de Tours-la-Ville vers la batterie Brony et plus à l'est vers la batterie Hambourg. La progression est prudente car les Allemands sont retranchés dans chaque ferme, chaque maison.
À mesure que la matinée avance, la 4e division grignote du terrain. Elle ne perce pas encore la ceinture fortifiée, mais elle approche des positions avancées. Les défenses deviennent plus consistantes à mesure que l'on se rapproche de la ville. Les Allemands se battent désormais en reculant vers leur position permanente. En milieu de journée du 24, les positions avancées protégeant Tour-la-Ville commencent à céder. On aperçoit désormais les forts qui défendent le port et les faubourgs de Cherbourg. La batterie Brownie est atteinte durant la nuit, tandis que les abords de la batterie Hambourg, plus à l'est, résistent encore à la poussée américaine. Au centre, la situation est plus âpre. La 79e division d'infanterie attaque les hauteurs sud qui couvrent les approches directes de la ville. Là, les Allemands ont concentré leurs éléments les plus solides. Les pentes sont balayées par les mitrailleuses bien dissimulées. Des pièces de 88 mm placées en tir direct prennent les chemins en enfilade. Les premières vagues américaines sont stoppées et se replient. L'artillerie est appelée au plus près. Les tirs se concentrent sur les crêtes, les haies explosent sous les impacts. Lentement, la ligne allemande se fissure. On se bat pour des talus, pour des vergers, pour des maisons éventrées. Rien n'est encore décisif, mais la pression américaine ne cesse pas. Les défenseurs reculent vers leur position plus au nord. Dans l'après-midi du 24 juin seulement, les unités de la 709e division d'infanterie se replient vers les ouvrages fortifiés qui protègent directement la ville. Pour les Américains, le fort du Roule est en vue, mais il est encore hors de portée immédiate. À l'ouest, la 9e division d'infanterie progresse vers Octeville et Kerqueville. Le terrain légèrement plus ouvert permet un mouvement un peu plus rapide. Les chars d'appui avancent prudemment derrière l'infanterie, tirant en tir direct sur les maisons transformées en blocos. La résistance allemande y est moins dense mais déterminée. Des nids de résistance isolés ralentissent l'avance puis sont submergés. En milieu d'après-midi, le premier jour, plusieurs points d'appui sautent successivement. La 9e division avance davantage que les autres divisions ce jour-là. Elle menace déjà les positions périphériques de la ville par l'ouest. Les défenseurs ont installé des points d'appui autour des accès routiers menant vers Kerqueville. Les combats sont durs mais fragmentés. Les chars américains avancent plus facilement, appuyés par l'infanterie. Les blocos camouflés dans la campagne se font déborder puis détruire. À la veille du 25 juin, les faubourgs d'Octeville et de Kerqueville sont atteintes. Dans la soirée du 24 juin, le dispositif allemand est comprimé contre sa ceinture fortifiée. Les lignes intermédiaires ont cessé d'exister. Les défenseurs ne tiennent plus qu'à leur fort et leur batterie permanente. Dans son QG dans Cherbourg, le général Karl Wilhelm von Schlieben ordonne le repli dans les ouvrages de défense à la faveur de la nuit. Ceux-ci ont démontré leur efficacité face à l'artillerie et au bombardement. Au matin du 25 juin, les troupes américaines voient se dresser devant eux les forts qui protègent Cherbourg. Le plus imposant, au centre, le fort du Roule, défend l'accès sud de Cherbourg. L'accès est de Cherbourg est défendu par la batterie Brownie à Tour-la-Ville et le fort des Flamands sur le port. Ces forts de Cherbourg, bien conçus et modernisés par les Allemands depuis 1940, résistent au bombardement et à l'artillerie américaine. Charge à l'infanterie de mener l'assaut. Dès le matin, ce sont les hommes qui se lancent sur ces défenses. À l'ouest, la 9e division attaque sur toute la longueur des accès de Octeville à Kerqueville. Les Allemands en défense de la ville résistent pied à pied. À l'est, c'est le même constat. Les combats urbains dans Tour-la-Ville ralentissent la progression et la batterie Brownie tient bon. Dominant la ville et le port, le fort du Roule est la clé de voûte du dispositif allemand. L'approche est difficile et l'infanterie teste ses défenses, mais se heurte aux mitrailleuses et canons bien protégés derrière du béton. Une action d'éclat du 314e régiment de la 79e division permet un accès au plateau du fort par l'ouest. Nous en reparlerons dans les anecdotes, mais pour économiser les hommes, les Américains changent de stratégie. Cherbourg tombera par la mer. Dans la matinée, la Navy met une force conséquente de cuirassés face à Cherbourg. La force navale comprend notamment les cuirassés USS Texas, USS Nevada et USS Arkansas, et les croiseurs lourds Tuscaloosa et Quincy, et des destroyers d'escorte. Laissant les troupes se replier, la force navale ouvre le feu à midi à une distance d'environ 20 km. Les obus de 356 mm et 305 mm frappent les positions côtières. Les batteries allemandes répondent presque immédiatement. Certaines pièces de marine allemande sont des 240 mm SK L50 pouvant tirer à 27 km. À partir de 13h et jusqu'à 15h, c'est un duel de feu qui se déroule et à ce jeu, ce sont les Américains qui vont perdre. Les tirs guidés par la télémétrie allemande sur des batteries fixes non sujettes à la houle font mal aux Américains. L'USS Texas et l'USS Nevada subissent 2 coups directs qui font des dégâts importants. Sur l'USS Arkansas, ce sont des impacts proches qui font des dégâts superficiels. Les croiseurs lourds et destroyers subissent eux aussi des dégâts.
Les pertes sont d'environ 25 morts et plus d'une centaine de blessés. Aucun navire n'est perdu, mais l'USS Texas et Nevada doivent partir en réparation. Côté allemand, des dégâts sur des casemates côté mer, quelques canons endommagés qui seront remis en service rapidement, et une estimation de 100 à 300 hommes hors de combat, morts ou blessés. Le bilan de la journée est mauvais pour les Américains. Après 15 heures, et grâce à la percée du matin sur le fort du Roule, l'infanterie américaine s'infiltre dans le dispositif défensif entourant le fort. Mais devant eux, la porte massive indestructible du fort reste fermée. À l'est, l'assaut de la 4e division sur la batterie Brownie permet de la prendre en fin de soirée. La progression reprend vers le port et le fort des Flamands. Au centre, des éléments de la 79e division passent sous les murailles du fort du Roule et s'infiltrent dans Cherbourg tandis que les forts sont encerclés. À son QG, le général Karl Wilhelm von Schlieben ne peut se satisfaire de cette victoire. Les forts sont isolés. La question est, combien choisiront de se sacrifier comme leur donne le Führer ? À l'aube du 26 juin, Cherbourg ne tient plus que par ses hauteurs. Les lignes intermédiaires ont disparu. Les positions périphériques sont entamées. Les batteries côtières, bien que toujours actives pour certaines, ont été ébranlées par le bombardement naval de la veille. Et au-dessus de la ville, dominant le port, le fort du Roule est encerclé par l'infanterie américaine. Puis l'infanterie avance. C'est la 79e division qui porte l'effort principal dans ce secteur. Les régiments engagés progressent au pied des pentes, cherchant des accès praticables. Les hommes avancent en petits groupes profitant des replis du terrain. La montée est raide. Les défenseurs allemands, issus en grande partie de la 709e division d'infanterie et de troupes de forteresse, ont placé leurs mitrailleuses en enfilade. Les tirs descendent des hauteurs, les projectiles ricochent sur la roche. Les premières tentatives sont stoppées. Vers le milieu de l'après-midi, une position clé sur les hauteurs tombe. Le contrôle du Roule signifie désormais que toute la ville est sous observation directe américaine. Les dernières poches de résistance sont réduites dans les galeries. Certaines positions se rendent, d'autres sont neutralisées. Le Roule est pris en fin d'après-midi. Cependant, dans la ville, une partie de la 79e division qui s'est infiltrée dans la ville la veille prouve l'entrée du bunker de commandement allemand. Des négociations sont entamées sur les conditions de reddition. Au QG se trouvent le général von Schlieben et le contre-amiral Walter Hennecke et leur état-major respectif. Tandis que le fort du Roule tient encore, le haut commandement allemand se rend aux Alliés avant leurs troupes. Quand il l'apprendra plus tard, cela aura pour effet de plonger Hitler dans une colère folle contre cette grande gueule de Schlieben qui n'est qu'un grand lâche. La résistance organisée de Cherbourg s'effondre. Le 26 juin 1944 marque la chute de Cherbourg et avec elle la clé logistique de la campagne de Normandie. Le général Bradley avait dit « Il nous faudra 10 jours pour prendre Cherbourg si nous avons de la chance, 30 si nous sommes malchanceux. » Il lui en a fallu 20. La batterie Hambourg résistera encore jusqu'au 28 juin malgré la capture de l'état-major allemand. Le fort de la Hague, à l'extrême ouest au nord du Cotentin, se battra encore jusqu'au 1er juillet, fermant définitivement la presqu'île. Le premier front de la campagne de Normandie vient de tomber après 20 jours de combat depuis le 6 juin 1944 et son jour le plus long. Mais la Normandie n'est pas encore libérée. Le caporal John D. Kelly. Le 25 juin 1944, les troupes américaines encerclent Cherbourg. Sur les hauteurs dominant la ville, le fort du Roule constitue l'un des derniers verrous allemands. C'est ici que le caporal John Kelly va accomplir l'une des actions individuelles les plus décisives de la bataille. Le 25 juin, son unité attaque les pentes ouest du Roule. Le terrain est abrupt, découvert, parfaitement battu par le feu allemand. Une casemate bétonnée armée d'une mitrailleuse bloque totalement la progression. Chaque tentative d'avancer se solde par des pertes. L'attaque est stoppée. À ce moment critique, le caporal Kelly prend l'initiative. Sous un feu nourri, il quitte sa position et progresse seul vers la casemate ennemie. Il se rapproche suffisamment pour engager directement l'embrasure. Il lance une grenade dans l'ouverture, puis il continue à avancer malgré les tirs, et relance une série de grenades qui stoppera les tirs. Les défenseurs allemands sont neutralisés ou contraints à se rendre. Kelly est blessé durant l'action, mais il refuse d'être évacué tant que la position n'est pas entièrement sécurisée. La mitrailleuse réduite au silence, la compagnie peut reprendre l'assaut et progresser sur les hauteurs. Pour son courage et son initiative décisive, John Kelly reçoit la Medal of Honor, la plus haute distinction américaine. Cependant, le caporal Kelly tombera dans les Vosges en novembre 1944. Il est enterré au cimetière américain d'Épinal.
L'assaut pour la prise de Cherbourg est terminé. Pour les Américains ayant lancé 3 divisions à l'assaut de la ville, les pertes sont d'environ 2800 à 3000 soldats, dont environ 400 morts et 2500 blessés et disparus. La majorité des pertes proviennent du fort du Roule et des combats autour de la batterie de Hambourg et de la batterie Brownie. Côté matériel, l'assaut ayant été majoritairement d'infanterie, les pertes sont légères avec moins de 40 chars mis de combat. Côté allemand, les pertes au combat sont importantes, 2000 à 3000 tués et environ 3000 blessés. Mais c'est le nombre de prisonniers qui montre l'importance de la prise de Cherbourg. On estime 35 000 à 40 000 prisonniers faits à Cherbourg, dont 800 à 1000 officiers allemands, dont le général von Schlieben et le contre-amiral Hennecke. Malgré la victoire, celle-ci est amère. Le port a été volontairement saboté sous les ordres du contre-amiral. Il faudra d'abord un déminage minutieux, puis l'exploit des troupes du génie pour que le 16 juillet, 4 Liberty Ships en provenance des États-Unis empruntent le seul chenal déminé et jettent l'ancre dans la Grande Rade. Le 25 juillet, le premier tanker arrive à la digue de Kirkeville où il peut déverser le carburant qu'il transporte. Le carburant servira à l'opération Combra et surtout à Patton dans sa course vers Avranches. Le port de Cherbourg n'a pas joué un rôle de premier plan dans le cadre de la bataille de Normandie, du fait de sa remise en état après les destructions commises par les Allemands. De juin à août 1944, sa part dans le trafic de marchandises des Alliés se limite à 10% du total, contre 17% pour Arromanches et 46% pour les plages d'Omaha et Utah Beach. En revanche, il prend une part décisive à la libération de la France à l'automne 1944. En septembre, il assure à lui seul 39% du ravitaillement des Alliés transitant par les ports de l'Atlantique, de la Manche et de la mer du Nord. 59% en octobre, 94% en novembre. Nous verrons la prochaine fois comment va se dérouler l'opération Charnwood et la prise de l'aéroport de Carpiquet par les Canadiens. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. N'hésitez pas à commenter les faits en commentaire, je vous réponds sans souci. Et pensez à vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes de Temps de bataille. La bataille de Normandie continue.